Bonjour à vous tous, nous sommes à l'Institut du Monde Arabe. Nous sommes ravis pour 300 millions de critiques sur TV5 Monde de passer avec vous une bonne heure pour essayer donc de revoir ensemble l'essentiel de l'actualité culturelle. Nous allons nous intéresser cette semaine à l'immortalité des artistes, à ceux qui passent le temps, notamment les écrivains francophones. Et puisque Patrick Modiano donc est notre dernier prix Nobel, français et francophone, je ne résiste pas au plaisir de vous citer cette belle phrase mélancolique. Jusqu'à 25 ans, on est immortel, enfin on se croit immortel. Patrick Modiano. Voilà, c'est le début de 300 millions de critiques et nous sommes ensemble. Après un début d'année qui a vu la disparition d'écrivains majeurs comme Michel Tournier ou Edmond Charleroux, nous allons nous demander aujourd'hui s'il existe dans la littérature francophone des auteurs vivants dont on peut parier à coup sûr qu'ils passeront à la postérité. À l'instar des États-Unis, le rap européen est en train de devenir une véritable industrie. Parmi les patrons qui comptent dans cette industrie, il y a Dawala, connu au travers de son label Watibé, et c'est lui qui servira de tremplin à notre discussion sur le business du rap francophone. Au moment où sortait en France le film Chocolat de Roch Dizem, qui raconte le destin du clown Chocolat, premier artiste noir de la scène française, un rôle joué par Omar Sy, une question agitait le monde entier sur la représentativité des acteurs noirs aux Oscars. Le cinéma est-il vraiment en noir et blanc ou surtout en blanc? C'est un débat pour l'équipe. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti. Puisque nous allons parler de ceux qui vont disparaître, autant avoir le sourire d'entrée, je vais me résoudre à discuter de ce sujet avec mes contemporains. Vous vous rendez compte? Quelle panique pour moi à discuter avec tous ces gens qui sont autour de moi. Estelle Martin de TV5 Monde, quelle horreur. Michel Serruti de la radio-télévision suisse, pouah, le voir, c'est effrayant. Yves Bigot, directeur de TV5 Monde, je ne sais pas ce qu'il fait là. Olivier Poivre d'Arvor, soi-disant ambassadeur de on ne sait quoi, l'attractivité culturelle de la France. Quelle blague. Et Mathieu Dugal de Radio-Canada, à peine décongelé, le voici. Je suis ravi de vous voir tous les cinq, quel bonheur. Mais non, mais parce que si vous voulez, comme on va parler de la disparition de Michel Tournier et d'Edmond Charleroux, autant avoir un sourire d'entrée. À propos de ces deux disparitions du monde littéraire francophone, donc l'inoubliable auteur d'Oubliez pas l'air, mais Michel Tournier, vous le savez, Vendredi ou les limbes du Pacifique. Et il est évidemment qu'on va se poser la question de savoir quels sont ceux parmi les auteurs francophones aujourd'hui qui ont une petite chance d'accéder, puisque je citais Modiano tout à l'heure, à la postérité. Est-ce qu'il existe encore des légendes encore vivantes dans la littérature francophone? Je voudrais qu'on découvre ce sujet consacré à la disparition de Michel Tournier, qui a été enterré donc à Choiseul, où il était retiré dans son cloître depuis un certain temps. Et puis nous en bavarderons ensemble avec mes bien-aimés camarades. Michel Tournier vivait loin de Paris, à Choiseul, dans la vallée de Chevreuse. Il avait élu domicile ici, il y a 50 ans. Et ce matin, ses amis et ses voisins se souviennent de l'écrivain. Il se promenait souvent dans le village, il venait à la fête du village, il participait à la vie de la commune. Donc effectivement, ça fait une émotion certaine de sa disparition. On est bien triste d'avoir perdu un papa et un grand-père. C'est à Choiseul, dans sa maison, à côté de l'église, qu'il écrivait. Michel Tournier, un auteur qui aimait prendre son temps. Un premier roman à 42 ans, Vendredi ou les limbes du Pacifique, un succès immédiat. Suivront Le Roi des Aulnes, prix Goncourt, et Les Météores. Avec ces trois romans, il devient un auteur classique de son vivant, c'est rare. Il est étudié dans les écoles, ses histoires ont séduit des millions de lecteurs. C'est un conte philosophique très riche et que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Ça m'évoque le voyage, la poésie, la découverte de l'autre, la tolérance aussi. Pour Bernard Pivot, c'est un auteur au style élégant, précis, un romancier qui a parcouru le monde pour imaginer ses histoires. Il n'était pas l'homme à inventer des descriptions. Il a beaucoup voyagé, et il aimait beaucoup faire des conférences. Et il a même raconté un voyage incroyable au Sahara où il ne s'est pas lavé pendant 10 jours, mangeant et buvant très parcimonieusement. Mais c'est vrai qu'il faisait des enquêtes pour nourrir ses livres. Il a écrit 9 romans, c'est peu, mais Tournier n'était pas du genre à écrire pour ne rien dire, au contraire. Depuis quelques années, il ne publiait plus, mais allait à la rencontre de ses jeunes lecteurs. Ce que j'admirais, moi, c'était les livres. Et c'est ça qui fait, je crois, la vocation d'un écrivain. Il aura en effet donné à des millions de personnes ce goût de la littérature.
Voilà, je voudrais prendre le temps de vous remontrer les œuvres principales de Michel Tournier. Donc Vendredi ou les limbes du Pacifique, c'est le texte intégral qui est dans Folio Plus, donc classique. Michel Tournier, qui vous le savez, avait obtenu le Goncourt à l'unanimité pour Le Roi des Aulnes, ce qui est assez rare. Donc, et voici la version Folio. C'est un auteur qui s'inspire, vous le savez, beaucoup de légendes et des mythes et qui a été très longtemps donc attiré par la culture allemande. Ça a été un très grand traducteur avant d'être un grand romancier. Il a commencé assez tard. Et puis ça, c'est la version donc, qui a été adaptée de Tournier, qui a été adaptée pour les enfants, Vendredi ou La vie sauvage. Et puis un autre Tournier, Lettres parlées. Il a écrit assez peu de romans. Il s'est arrêté donc d'écrire maintenant il y a un certain temps. Je vous pose cette question religieusement. Je vous ai déconsidéré d'entrer dans cette émission, mais en même temps, je vous aime. Et maintenant, il va falloir répondre à cette question. Quels sont les vivants francophones aujourd'hui qui ont une petite chance d'accéder à la postérité? Qui veut démarrer? Allons-y. Moi, je veux bien. C'est une question un peu grave, dans le fond, parce que si on regarde sur le siècle passé, il reste qui dans les grands écrivains disparus? Il reste Duras, il reste Camus, donc 2-3 comme ça par... Proust, Céline. Oui, je parlais des 50 dernières années. Oui, voilà. Donc, le siècle, c'est les 50 oui, pardon-moi. dernières années. Je parlais de pas de problème. ma génération. Je suis né en 58. N'essayez pas de justifier à tort et à travers mon introduction. Ah, ok, Pardon. Des auteurs que j'ai connus contemporains qui sont morts et qui maintenant sont, je pense, durablement inscrits dans l'histoire. Moi, je dis Duras, Camus. Après, aujourd'hui, Tournier meurt, mais... Il y a 1 an et demi, j'ai voulu emmener une équipe de France Culture faire un entretien avec Tournier. Je pense que c'est très difficile. En fait, plus personne n'allait le voir, donc il était relativement ignoré. Je ne suis pas certain, et je lui souhaite, hein, enfin, là où il est, mais que dans 20 ans, on le lise encore beaucoup. Le Clésio, qui a eu le prix Nobel et qui écrit des livres formidables, c'est pas garanti non plus. Moi, j'aurais tendance à penser qu'Annie Ernaux est un grand écrivain. Néanmoins, dire qu'elle sera dans les immortels et qu'elle sera encore lue dans 50 ans, pour tout vous dire, j'étais assez déprimé parce que hier, je vois le prof de français de ma fille qui me dit que ma fille a des progrès à faire. Et je lui dis, mais il faut peut-être qu'elle lise un peu des classiques. Et il me dit, non, vous savez, maintenant, aujourd'hui, on ne lit plus trop, tout ça. Il vaut mieux qu'elle lise de la littérature de son époque, etc. Donc, je pense que l'idée même d'un panthéon littéraire, je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de nos futurs enfants qui vont lire les grands classiques de la littérature. Le mien lit, mon petit poivre d'enfant. Ben, bravo, parce que vous l'avez bon, j'en ai 5. Il y en a au moins qui auront réussi dans la famille. Et évidemment... Vous voyez cette honnêteté qui me caractérise. C'est une bonne proportion. C'est vrai. Mais comme vous nous avez saqué au début, il fallait bien qu'on vous le rende. Voilà. Et donc, évidemment, la question se pose pour Houellebecq, ça je crois. Et alors maintenant, sortons de la France, les francophones. Là, vous allez certainement nous instruire. Les Belges comptent sur toi, sur vous, et les Suisses, je ne suis pas certain qu'il y en ait beaucoup. D'Africains, malheureusement, je ne suis pas certain qu'il y en ait. Et même Kourouma, je ne suis pas certain que ça soit à jamais un auteur, voilà, pour toujours. Donc, il y a une petite crise. Par contre, les anglo-saxons, ça, il y en a un bon paquet. Ouais. Un bon paquet. Alors, si vous avez il y a une double évidence parmi les vivants. Vous avez prononcé un mot, c'est Houellebecq, donc on en discute tous ensemble. Et l'autre, c'est Modiano, parce que c'est pour ça que je l'ai cité dès le début. Il y a eu le prix Nobel de littérature, ce qui est quand même assez rare. Pour les francophones, il y a eu Claude Simon, il y a eu... Claude Simon, exemple, est-ce que Claude Simon... Oui, mais c'est ce que ça veut dire quelque chose. Flandres, qui lit Proust aujourd'hui massivement? Peu de gens. Donc, restons sur la question centrale. Est-ce qu'il y a des gens dans l'univers francophone qui vous paraissent partir vers une certaine forme de postérité? Moi, je me suis posé la même question que Olivier, c'est-à-dire pour moi, Houellebecq est venu en premier. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est l'écrivain, aujourd'hui, l'écrivain français qui fait le plus parler de lui et qui colle à son époque. Mais alors, est-ce que coller à son époque, c'est-à-dire même anticiper ce qui se passe et pouvoir même prédire une sorte d'avenir, est-ce que ce n'est pas justement un désavantage? C'est-à-dire qu'il va perdre cette modernité immédiate? Est-ce que ça va lui permettre d'accéder à une certaine postérité? Je ne sais pas. Et aussi, le souci aujourd'hui, notre littérature, en tout cas en France, c'est qu'on l'a souvent dit, c'est qu'elle est très centrée sur elle-même, ce qui peut être bien, effectivement, ce que faisait Marcel Proust dans La Recherche, puisqu'il parlait de sa société, mais quand on voit Emmanuel Carrère, ou quand on voit Christine Angot, ou même Delphine de Vigan, voilà, c'est quand même, est-ce que c'est pas trop ethnocentré? Est-ce que ça peut nous permettre, à nous, Français, d'accéder à une certaine postérité? Est-ce que dans 20, 30, 40, 50 ans, ces écrivains seront lus par la nouvelle génération? Ce sont des questions que je me pose. Le Clésio, c'est vrai que c'est un immense écrivain. Il a eu le prix Nobel de littérature. Désert a eu un succès énorme auprès du public. Mais est-ce qu'il est autant lu avec la mort de Tournier? Je me suis posé exactement la même question. C'est-à-dire qu'à l'école, il est enseigné avec Vendredi ou La vie sauvage. Mais
Aujourd'hui, si vous allez dans la rue, vous faites un vox... Enfin, c'est pas bien de faire des vox pop, mais est-ce que les gens lisent encore Tournier? Je me pose la question. Le jour où il sort des programmes scolaires, il sera en effet moins connu. Comment? Le jour où il sortira des programmes scolaires, il sera moins connu, Tournier, car une partie de son succès tient au fait qu'il était inscrit Mais dans les restons programmes. à la question. Oui. L'éternité, ça ne veut pas dire que le lectorat soit colossal. Prenons un exemple, Beckett. Réponse. Le Suisse, énigmatique. Alors écoutez, moi j'ai réfléchi à cette question. Je fais un petit peu le tour des auteurs que nous avons en Suisse. Alors, je ne vais pas tous vous les citer. Il y en a certains qui sont vraiment d'intérêt, que ce soit Bernard Comment par exemple, ou d'autres, mais je ne sais pas s'ils iront jusqu'à la postérité. Puis finalement, je me suis rendu compte qu'on avait un auteur qui est déjà de son vivant passé à la postérité, qui a ce paradoxe incroyable qui certainement continuera à être lu dans les décennies à venir, j'en prends presque le pari, mais qui n'est que très peu lu aujourd'hui. Quel suspense! C'est Philippe Jacotet, le poète, qui a connu l'honneur d'être édité à la Pléiade de son vivant l'année passée. Ils sont une quinzaine à avoir connu ça. Il est un des 4 Suisses à faire partie des éditions de la Pléiade, avec Rousseau et Camus, avec Sandrard. Voilà, et en plus il écrit de la poésie, qui est un genre qui est intemporel. Il a ses détracteurs, mais il a aussi ses admirateurs. C'est une poésie qui est plutôt simple, on va dire, en tout cas d'approche. Ça ne veut pas dire qu'elle soit simpliste, il y a une véritable profondeur. C'est quelqu'un de l'instant, du moment, qui s'ancre sur quelque chose de réel pour en transmettre une perception. Quand je le lisais, moi j'avais l'impression de me dire finalement, il y a un peu une approche comme à la Giacometti, c'est-à-dire qu'il y a un vrai questionnement, il y a un vrai doute, il emmène le lecteur dans ce doute, dans ce questionnement. C'est presque des arts martiaux, même j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il est capable d'être dans l'instant présent, de complètement vivre l'instant présent, et puis en même temps de faire du chemin, le dos, dans les arts martiaux, d'en faire le but finalement. Et je pense que quelqu'un comme Jacotet, oui, restera... Donc si on fait une liste, pour l'instant, nous en serions à Modiano, Houellebecq, Jacotet. Yves? Alors moi, je pense que ce qui permettra à l'un ou l'autre de nos auteurs de justement dépasser son temps et de dépasser cette provincialité qui est devenue celle de notre littérature. Malheureusement, c'est pour ça qu'elle a beaucoup de mal à s'exporter. D'ailleurs, si Houellebecq est le seul à s'exporter, c'est parce qu'il parle d'aujourd'hui de manière visionnaire, comme le rappelait Estelle, mais qui risque aussi de le coincer dans son époque. Donc je pense que ce qui peut transcender ça, c'est uniquement la métaphysique. Alors moi, je dirais le Clésio du procès-verbal, puisqu'on parle des vivants, donc Marguerite Duras est déjà éliminée. Et moi, mon pari, ça sera Bayon. Totalement mésestimé actuellement, même si Le Monde lui consacre quand même sa tourne pour son dernier roman. Mais là, on parle à la fois de métaphysique absolue, d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous, et en même temps d'un travail absolument incroyable sur la langue, un travail quasi épileptique avec le langage, avec la langue française. Alors c'est peut-être réservé à un plus petit nombre, pour le coup, de vraiment d'amateurs de la littérature, mais justement, parfois... C'est un gros pari. C'est un Chez pari. les bookmakers, c'est une grosse cote. Absolument, mais parfois, vous savez, c'est ce qu'on appelle l'effet de la longue traîne. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de succès en son temps, mais qui du coup existe longtemps. Donc c'est un pari, en tous les cas c'est le mien. Mon cher Mathieu, nous avons ajouté un 4e nom. Oui, mais en fait, plusieurs autres noms. En fait, il y a plusieurs questions dans cette question-là d'entrer dans la légende, parce que, comme vous le disiez, la notion de panthéon change avec le temps. Et aussi, la question de l'existence d'une littérature francophone hors France, même hors Paris. Et ça, je sais que vous n'aimez pas beaucoup les salons du livre, mais ils ont une fonction assez... On en avait parlé l'an dernier, par exemple, au Québec, où on a une grosse ville, 2 peut-être, si on rajoute Québec, mais on a plusieurs petits endroits qui ne peuvent pas avoir de vie culturelle, en tout cas littéraire, digne de ce nom, s'il n'y a pas des salons du livre. Donc ça, c'est une chose. Faire exister la littérature dans la vie de tous les jours, c'est déjà un contrat. Par exemple, quand on est dans un endroit comme le Québec. Évidemment, il y a des noms qui nous viennent en tête tout de suite. Il y a Dany Laferrière, qui fait partie des académiciens. Michel Tremblay, évidemment, immense auteur québécois. Victor Lévy-Beaulieu également, qu'on connaît peut-être moins ici, mais c'est un des grands spécialistes mondiaux de James Joyce. Il n'y en a pas énormément, et ça, c'est vraiment un très grand spécialiste. Et moi, j'ai apporté 2 livres ici. Moi, c'est 2 auteurs que j'adore, qui sont vivants, qui sont assez vieux. Il s'agit de Gilles Archambault et de Marie-Claire Blais. Et quand on parlait, par exemple, notamment de littérature qui
francophone hors Paris. C'est une rare auteure, justement, qui ne fait pas partie du Cénacle, à avoir gagné le prix Médicis en 1966 avec Une saison dans la vie d'Emmanuel. Et c'est deux auteurs aussi qui sont en dehors des modes. Dans le cas de Gilles Archambault, c'est un grand amateur de jazz, d'ailleurs. Vous aurez des conversations, j'en suis sûr, passionnantes avec lui. Il a été animateur à Radio-Canada d'une grande émission de jazz pendant très longtemps. C'est un auteur aussi très prolifique. Et donc, quelqu'un qui est hors des modes, c'est un style qui révolutionne rien. C'est un grand amateur de Sioran. C'est quelqu'un qui, comme lui, a une espèce de regard très cynique, très désabusé sur la vie, mais tout ça avec une grande élégance. Il met en scène des gens, justement, qui souffrent beaucoup, des gens qui ont un rapport extrêmement conflictuel à la vie. Et Marie-Claire Blais, qui, elle, est une auteure extraordinaire. Je me suis replongé dans les manuscrits de Pauline Archange, quelqu'un qui va chercher une histoire du Québec dont on ne veut plus entendre parler, c'est-à-dire la grande noirceur, le rapport aux religieuses, le rapport à l'autorité également, l'enfance souillée également dont elle parle beaucoup. Elle écrit encore énormément. Et donc, Gilles Archambault et Marie-Claire Blais, s'il y a des auteurs francophones hors Québec qui nous écoutent, vous devriez mettre ça dans votre liste parce que c'est vraiment des auteurs à découvrir, très vieux d'ailleurs, et ils n'écriront plus encore très longtemps, mais une œuvre colossale et à découvrir. Vous voulez rajouter un petit chose, parce qu'on est arrivé au terme. Non, mais Guillaume n'a pas donné son... Ah, mon portrait, bien sûr. Son imprimatur. Moi, j'ai une interrogation complète. Évidemment, la réponse évidente, c'est Modiano, parce qu'il a eu le prix Nobel, et Houellebecq, parce qu'effectivement, il est dans la prémonition. Or, l'art, c'est d'abord et avant tout pour les artistes importants, Picasso ou Houellebecq, la prémonition. C'est-à-dire que si c'est simplement de regarder dans le passé, c'est extrêmement compliqué d'y voir un avenir de lectorat. Cela étant dit, vous prenez le contre-exemple absolu, c'est Proust, c'est tout est retourné vers le passé, et pourtant, on est dans l'éternité du style. Donc je prendrai la définition classique baudelairienne, pour faire un petit peu pompeux. Il y a dans la beauté deux aspects qui sont, en fond, la beauté formelle et l'époque. Si vous arrivez à trouver quelqu'un qui mélange la beauté formelle et l'époque, vous avez une petite chance que ça passe de l'autre côté de la vie. Si vous n'avez que la beauté formelle ou que l'époque, le passage dans l'au-delà est très compliqué. C'est pas beau comme fin? Oui, dans ce cas-là, il y a Echnoz, alors. Il y a Echnoz qui a beaucoup de talent. Merci de cette approbation colossale d'amis que j'ai considérablement insultés au début de cette émission. Mais pour donner à cette émission son relief que vous aimez tant, pour finir, un tour sur les réseaux sociaux où Aurélie partage une citation de Tournier, un grand auteur et celui dont on entend et reconnaît la voix dès qu'on ouvre un de ses livres. Il a réussi à fondre la parole et l'écriture. Le compte Twitter, hashtag 300 millions de critiques, et évidemment, toutes les infos sur le site internet aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Nous changeons absolument radicalement d'univers, bien qu'il s'agisse de mots, puisqu'il s'agit de parler du business du rap français, car à l'instar des États-Unis, le rap européen est en train de devenir une véritable industrie dépassant très très loin le modèle économique musical. Parmi les patrons qui comptent dans cette industrie, il y a Dawala, de son vrai nom, Dadia Diakité, connu au travers de son label qui s'appelle Wati B, et pour les artistes qui figurent dans son écurie, à l'instar de Maître Gims, Section d'Assaut ou Black M, dont voici quelques images. Donc nous allons nous attarder sur ce véritable business qui est devenu le rap en France. Waouh! Mais qui est cet homme? Est-ce un Baghdadi? Je ne l'ai jamais vu ici. Serait-ce un prétendant pour la princesse? Oyez, oyez, habitants de Bagdad, Aladdin arrive, vous n'êtes pas de taille. Bandez les yeux à vos phares, elles vont tomber sous le char. Prétendant, si tu l'aimes, je te conseille de baisser les armes. Oyez, oyez, habitants de Bagdad, Aladdin arrive, vous n'êtes pas de taille. Bandez les yeux à vos femmes, elles vont tomber sous le char. Prétendant, si tu l'aimes, je te conseille de baisser les armes. Oh, il vient de loin, ne cherchez pas à savoir d'où. Son cœur est libre et il veut chalier à la douce. Il est riche, beau gosse et j'en passe. Impossible de faire semblant de rien voir quand la légende passe. On raconte ailleurs, tout le monde le veut. Tout le contraire du vizir et son neveu. L'homme aux 400 000 feux mais accompagné de cracheurs de feu. Il est même dit qu'il a un ami génie qui exauce des vœux. Jean-Michel il vend des jarres, Aladdin il vend du rêve. Posé sur son dromadaire, poussez-vous il tient les rênes. Bien trop connu pour qu'on se demande de qui c'est. Chouf ses diamants, son or, ses cheveux lissés. Les prétendants tous nazes, limite insultants. Inclinez-vous ou allez tous prévenir le sultan. Princesse Chalia, voilà Aladdin le prince. Avis au Baghdadi, désormais c'est lui qui rince. Posez-vous, faites place au plus riche des princes Aladdin.
Voilà, existe-t-il un business du rap en France? À l'évidence, oui, mais la grande question, c'est de savoir si ce business est tout simplement un lobby, une force de frappe, au fond une volonté d'organiser tout un secteur culturel qui représenterait la nouvelle jeunesse d'une partie de la France. Voici donc la question qui est posée aujourd'hui. Première question, donc, est-ce qu'il existe un business du rap? Et deuxièmement, est-ce que finalement ce business n'est pas une sorte de lobby qui s'organise comme il y a un business des variétés, un business du cinéma, etc., etc., etc. Yves? Mais alors ça va très au-delà, hein, parce que Dawala, c'est l'exemple type et le plus réussi justement de l'entrepreneur du rap à la manière des Américains, hein, Kanye West, Jay-Z, etc. Et il est très intéressant en plus pour nous, en l'occurrence dans l'univers francophone de TV5 Monde, parce que voilà un jeune franco-malien, il est né à Paris, mais il est reparti avec sa famille, habité à 300 km de Bamako. Il n'est revenu à Paris qu'à 11 ans. Il dit d'ailleurs de manière très amusante, quand je suis revenu à Paris, moi et mes frères, on se cachait entre les voitures. Mais pourquoi vous cachiez-vous? C'est parce qu'il n'y avait que des blancs partout, donc on avait peur. Et d'ailleurs, ils les appellent les gens de couleur. Ouais, quand ils parlent des blancs, ils disent les gens de couleur, ce qui est assez drôle. Et ce gars-là a su effectivement s'inspirer du modèle américain de l'entrepreneur pour faire vraiment de Watibé, mais quasi une multinationale presque familiale, donc à partir de son écurie, hein, donc du management. Il faut savoir, c'est un éducateur au début. Hein. Lui, il était éducateur, il entraînait des équipes de foot et il se considère comme un coach. Et donc, il a monté son label. Alors, il a son label, il a ses éditions, et puis après, il a tout développé. Il manage des sportifs, il est sponsor du Stade Malherbe de Caen qui joue en Ligue 1 de football, de Montpellier Hérault en Ligue 1 de football, de l'équipe de basket de Nanterre hein, qui joue en Coupe d'Europe. Et par ailleurs, il a lancé une société de production de cinéma, de production de télévision, évidemment, comme tous les rappeurs, du sportswear, etc. Et c'est un formidable exemple hein, d'un gamin Paul comme ça, qui, à travers donc, le succès de Section d'Assaut, et puis de Maître Gims, et puis aussi de Black M, et puis de toute l'écurie qu'il a derrière, d'avoir réussi à monter comme ça ce petit empire qui est un véritable modèle, qui est associé à Sony Music, qui a pris 30% des titres de sa société Watibé dans le domaine de la musique. Et maintenant, il a son étage hein, chez Sony Music à Paris. Et c'est un entrepreneur. Oui, il crée même des mousseux. Oui, absolument. Il se lance sans alcool. Dans la boisson festive sans alcool. Alors, on est en plein dans le modèle américain, parce que vous parliez de Jay-Z, Carter, etc. Bien sûr. Mais alors, exactement. Ce qui est amusant aussi, c'est que c'est une bande de copains. Alors, c'est peut-être le côté un petit peu rêve. Parce qu'ils sont connus dans le 19e. Le dernier né de cette écurie, c'est Ash Magnum. Il a intitulé son album, qui vient tout juste de sortir, son album, c'est Gotham City. Alors, rien à voir avec Batman. En fait, Gotham City, c'est le petit nom de Yopougon, qui est un quartier très populaire d'Abidjan. Et donc, ça dit aussi quelque chose de notre société. Il se revendique en tant que Français, mais originaire de Côte d'Ivoire. Et vous imaginez que sur un de ses titres phares, qui est-il? Mais Maître Gims, parce que Maître Gims est un grand pote de Ash Magnum. Et en fait, ils le disent eux-mêmes vraiment que ce sont d'abord des amis. Et après, alors, il y a cette logique de businessman qui est très active. Je ne sais pas si vous avez remarqué, alors... C'est surtout pour les Français et les Parisiens, mais il y a une campagne très active d'affichage pour un concours musical qui est lancé par Watibé, qui s'est associé avec une chaîne pour trouver le futur chanteur ou la future chanteuse. Donc on sent qu'ils sont très actifs auprès d'une certaine partie de peut-être ceux qui écoutent du hip-hop, enfin du rap en l'occurrence. Et Ash Magnum le raconte très bien, comme le raconte Maître Gims et autres. Donc c'est vraiment tout un nouveau... Je pense que ça parle de notre société, comme on avait évoqué le rail. Aujourd'hui, ce sont ces jeunes qui sont issus de l'Afrique. C'est quand même une copie conforme du modèle américain. Carrément, mais il le revendique. Booba, c'est la même chose. Mais cela dit, c'est qu'il faut, quand on parle de rap, il ne faut pas oublier que c'est l'arbre qui cache la forêt quand on parle de ce business du rap-là, parce que le rap, évidemment, à sa naissance dans les ghettos du Bronx, c'était une musique qui se définissait en opposition justement au business, à tout, mais entre autres au business. Et le premier, et c'est intéressant, je suis allé chercher les paroles du premier hit rap de l'histoire, c'était Sugar Hill Gang. En 1979 avec Rapper's Delight. Et ça commence avec ça. I don't mean to brag, I don't mean to boast, but I like hot butter on my morning toast. Donc, je veux pas en mettre outre mesure, mais je veux quand même mettre du
du beurre sur mes rôtis. Et donc, l'histoire du rap, c'est Alors, aussi... Les rôtis, en français de France, c'est les toasts, les tartines. Traduction. Ça commence à faire pas mal de traductions. Bigot. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne faut pas oublier que le rap, avant tout, c'est la musique de la rue. Et moi, je suis très content d'un succès comme celui de Watibé. C'est parfait. Mais quand on regarde, par exemple, les phénomènes, comme par exemple ici en France actuellement, qu'est-ce qui excite au plus haut point les jeunes qui écoutent du rap? C'est par exemple des groupes comme PNL. Le gros succès de 2015 en France, c'est Le Monde Chico. C'est un groupe, donc 2 frères qui viennent de Corbeil-Essonnes. Je ne sais pas du tout où est-ce que c'est. C'est pas très loin ici. C'est le quartier Les Tarterets, donc très... Un riant quartier. Donc, ouais, c'est ça. Et donc, ils sont allés tourner leur clip à Naples. C'est des dizaines de millions de vues. Ils donnent aucune entrevue. C'est très mystérieux, ces ce deux groupe. frères-là. Et c'est le gros succès du rap. Et le rap se nourrit de la rue depuis ses débuts. Et c'est pas qu'un business. Et ça, il faut quand même pas l'oublier. Ouais, c'est pas aussi simple que ça, Mathieu. C'est-à-dire Alors, que quand Michel Cerruti. Je crois. Quand Guillaume, tu dis le modèle américain, oui et non. C'est-à-dire que c'est le modèle américain. Désormais, on le voit avec Watibé, qui effectivement devient une sorte de copie conforme de ce que fait Jay-Z, mais à une échelle peut-être moindre. Peut-être que ce sera plus grand plus tard. Il y a du sport, il y a de l'habit, il y a de la musique. Voilà. Enfin, c'est exactement ce que fait De la Jay-Z. boisson festive. La boisson festive, je suis pas sûr que Jay-Z fasse ça, par contre. Si, bien sûr, il fait du champagne. Non, mais ce qui est intéressant... Il fait du champagne. Ah, il fait du champagne. Voilà. Bon, alors voilà. Alors c'est vraiment le modèle Jay-Z, je ne savais pas. Non, mais voilà, on s'est retrouvé là pourquoi? Parce qu'au départ, les majors, donc les grandes entreprises de disques, et c'est pas Yves qui va me contredire, ou au contraire, peut-être il apportera des précisions, elles se sont intéressées au rap tout au début des années 90. Et puis ils se sont rendus compte qu'ils ne vendaient pas. Pourquoi? Parce que les radios ne suivaient pas, parce que la télé ne suivait pas. Et hop. Donc finalement, ils ont délaissé le rap. Donc les rappeurs se sont retrouvés avec pas de compagnie de disques qui investissaient de leur côté. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, on va commencer à devenir indépendants. Et par exemple, alors j'ai découvert ça, je ne le savais pas, Sens Unique, en Suisse, a été le premier groupe francophone à avoir créé son label indépendant avant tous les autres. À Lausanne, ça s'appelait Unique Records, ça a duré pendant toute leur carrière. Ils ont produit leurs propres disques et quelques-uns. Et puis ensuite, au milieu des années 90, c'est retombé parce qu'ils ont fait ça un petit peu de manière... Tout le monde, donc, y compris les Français, cette première génération, c'est retombé parce qu'ils n'étaient pas très forts pour administrer ça. Mais dès le départ, et ensuite on est revenu alors avec la deuxième génération qui, elle, désormais, a fait les études, est capable de s'entourer, a des avocats, fait ça très bien, et donc ça va assurément durer si le succès dure. Mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un disait, un sociologue disait, le milieu de la rue, ils ont l'habitude d'aller chercher les choses parce qu'on ne leur donne pas, puisqu'au début, on l'a voulu leur donner, puis finalement, on est reparti. Donc, ce sont des entrepreneurs dans l'âme, d'une certaine manière. Ce que sont pas ou ce que sont moins les artistes plus classiques qui attendent ou qui attendaient, avec les nouveaux moyens de diffusion, c'est un peu différent aujourd'hui, qu'on aille les chercher, qu'on leur propose des contrats. Ils sont faits tout seuls, on leur a jamais rien donné, on va chercher les choses. Et dans ce sens-là, c'est effectivement un modèle américain de par la réussite de la gestion aussi, mais c'est simplement un modèle de la rue parce qu'il a fallu apprendre la démerde, il a fallu apprendre à faire les choses et qui est facilité aujourd'hui de par le fait qu'ils sont professionnalisés, qu'ils ont des études et parce que Yves, c'est beaucoup plus simple de faire un disque aujourd'hui, ça coûte beaucoup moins d'argent et c'est beaucoup plus facile à distribuer. Ils sont autonomisés, mais aussi parce que les majors les ont délaissés au départ. Elles n'ont pas cru en eux, donc ils se sont montés tout seuls, ces gens-là, avec le succès qu'on connaît aujourd'hui. Voilà. Ça existe donc en France, ça existe aux États-Unis. Le seul personnage qui, ces derniers temps, a été extrêmement critique par rapport à tout ça, c'est donc un des anciens leaders de Massive Attack, Tricky, qui considère, à propos de Kanye West, justement, que le meilleur moyen de réinstaller, d'une certaine manière péjorative d'ailleurs, la musique noire dans une sorte de jungle ou de zoo, c'est justement de suivre la ligne de Kanye West, c'est-à-dire d'en faire quelque chose d'absolument ridicule, qui dénature totalement la partie mais que le vous grand évoquez, historien... qui consiste... Enfin, le départ, le rap, c'était la révolte, et on termine avec le CAC 40. Quoi. Mais c'est un monde conflictuel. Hein. C'est Jeff Chang, le grand historien du rap aux États-Unis, le disait dans Can't Stop, Won't Stop, son histoire de la génération hip-hop, d'ailleurs, qui est traduit en français. Magnifique livre sur l'histoire du rap. Montre que ce genre-là est traversé de lignes conflictuelles. Il n'y a pas un rap, il y a des raps, dont le rap commercial, dont le rap business. Je vous en parlerai la fois prochaine. Non, vous vouliez dire quelque chose. Ben, j'ai rien dit pour l'instant.
Mais justement, c'est pour ça que vous avez... Non, je vois que les anglo-saxons ont évidemment absolument tout squeezé. C'est vrai que c'est une affaire anglo-saxonne. Non, la bonne nouvelle, c'est tout simplement que c'est une affaire aussi africaine. C'est pas une affaire francophone simplement. C'est des jeunes qui sont nés, pour certains en effet, au Mali, d'autres au Sénégal, qui ont créé des labels et qu'aujourd'hui, c'est une industrie, ça marche bien, tant mieux. Ça produit des choses assez bien. Les radios ont suivi, ont accompagné dans les années 90-2000 en France, Génération et d'autres, Skyrock. Bah, c'est vivant, ça plaît à la jeunesse ici présente et j'adore ça aussi. Voilà. Et vous aimez aussi, je sais, Guillaume. Allez. Vous persiflez. Ouais, dites-le. Je sais que vous n'aimez pas ça. Comment? Vous n'aimez pas tellement ça. Si, il adore Booba. Non, mais ça, non, mais alors là, Pas si. Non, mais il y a quelque chose d'extraordinaire dans l'émergence du rap. Ouais. Les premiers concerts d'NTM étaient quand même extraordinaires, il faut bien le dire. Ça a été le moment où justement le rock tournait autour de lui-même, et ça a été très très bien que ça existe. Après, maintenant, je ne dis pas que Tricky a raison, mais dans cette overdose de la revendication de l'argent ou du business, il peut y avoir tout simplement la disparition de ce qui faisait la quintessence de tout ça, c'est-à-dire l'aspect artistique. Oui, mais l'aspect artistique, il est encore là. PNL, d'ailleurs, Jay-Z, actuellement, il fait des tournées avec sa femme, mais il est considéré, il est né en 1969, Sean Carter, si ma mémoire est bonne, et maintenant il est considéré comme l'ancêtre du rap. Enfin, c'est-à-dire que, parce que le rap, c'est quand même la musique des jeunes, la musique des jeunes, la musique des jeunes. Les gens qui font du rap et qui sont nés en 69, maintenant ils disparaissent les uns après les autres. Kool Herc, qui est le premier DJ, est né bien avant ça, mais il ne faut pas oublier que PNL, je vous en parlais tout à l'heure, leur premier concert pour leur deuxième disque, ils l'ont fait au Palais de Tokyo. Donc, le yo-yo, c'est quand même à mettre... Non, mais c'est quand même à mettre à leur crédit que ce soit produit dans un des grands lieux de l'art à Paris. Non, mais c'est juste dire, pour les textes de PNL, c'est quand même pas extraordinaire. Non, mais ça parle... Il y a quelque chose, il y a une honnêteté là-dedans. Il y a une honnêteté, c'est pour ça que ça marche. Je suis le mime Marceau du stop. On s'arrête. Vociférez, Guillaume. Symbole du succès de son label, la page Facebook de Watibi signale la nomination donc, de son artiste phare, Maître Gims, aux victoires de la musique, Maître Gims, aux victoires de la musique 2016, et invite les internautes à voter pour lui. Vous pouvez aussi suivre évidemment le compte Twitter de l'émission et nous en serions ravis. Ou laisser des messages avec le hashtag 300 millions de critiques et vous retrouvez toutes les infos sur le site internet de l'émission. Notre dernier débat sera consacré au cinéma, juste après donc le Zap Culture, qui a été réalisé notamment par ma charmante et compétente voisine. La folie est plus belle que la pâle raison. Cette citation, c'est celle des pionniers du mouvement Dada, des artistes qui, en plein cœur de la Première Guerre mondiale, vont se révolter. 100 ans, ça se fête, là où tout a commencé. À Zurich, on festoie partout, même au musée national. 1 million investi en l'honneur d'un mouvement connu pour son art de dire non. Non, rien de rien. Piaf, pour moi, a été une des plus grandes influences. Pour moi, Piaf, c'est l'interprète ultime. Le Mali des merveilles, c'est le nom de cette création inédite, une succession de tableaux qui racontent son pays, ses beautés et ses souffrances. Je parle de guerre, évidemment ces jeunes, ces petits jeunes innocents, qu'on essaie de manipuler et que du jour au lendemain, ils deviennent des barbares. J'espère surtout qu'on va trouver un début de dialogue. On ne sait pas ce qui est important pour eux, puisqu'apparemment la vie ne l'est pas. Mais je veux penser malgré tout qu'aucun Dieu n'a demandé que l'on tue pour prêcher sa parole. Potrzebuję pomocy. Ma lat. Polonez. Tutaj tylko Francuzi. Femme va mourir. Même dans le chaos, on peut continuer à croire. Ça fait du bien de lire un film qui redonne de l'espoir. Fais comme moi, prends sur toi. Elles sont belles, les deux mariées. C'est un mariage heureux. C'est un mariage gay. Les gens ont besoin de rire et d'ailleurs, depuis les attentats qu'il y a eu en France, les gens sont plus reconnaissants encore. Ils viennent vraiment vous remercier en disant « j'ai oublié tous mes soucis, ça fait du bien par les temps qui courent ». Enfin. Le Magritte du meilleur film est attribué au Tout Nouveau Testament de Jaco van Dormael. Le Tout Nouveau Testament remportait les 3 Magritte principaux, plus celui de la meilleure musique. C'est vraiment super chouette, magique. Et c'est génial que ça arrive dans mon propre pays et que le public est suivi.
c'était d'abord un album, puis un film, un univers musical et visuel unique. L'opéra rock reprend l'œuvre dans son intégralité. Le Musée national des beaux-arts du Québec expose jusqu'en mai 96 tableaux qui appartiennent à Pierre Lassonde. Grand collectionneur d'art québécois, Pierre Lassonde possède 400 toiles. Des Suzor-Côté, Paul-Émile Bordua, Jean-Paul Lemieux, plusieurs Riopelle. Pionnier de l'art brut, il n'a jamais cessé, jusqu'à sa mort en 1985, d'explorer de nouvelles voies, utilisant des matériaux inédits, des ailes de papillon, du sable ou du goudron. Il suit son chemin à la fois tout seul et en totale liberté. Voilà. On se quitte avec ces images du premier musée sous-marin d'Europe, des statues de Jason de Kers-Taylor, masques et bouteilles obligatoires. Il a ouvert ce musée à Lanzarote, aux Canaries. Voici l'heure de notre dernier débat qui va, je l'espère, être passionnant parce qu'il nous concerne tous, amoureux du cinéma, mais amoureux aussi de l'égalité des chances et d'une certaine façon de considérer l'autre. Depuis l'annonce des nominations pour la prochaine cérémonie des Oscars, il y a une polémique qui non seulement a enflammé le cinéma américain, mais a enflammé le cinéma mondial et qui a une certaine forme de répercussion dans toutes les populations de l'espace francophone. Pourquoi ? Parce qu'aucun noir ou latino-américain ne figure parmi la cinquantaine de nommés, et ce pour la deuxième année consécutive. Au même moment, en France sort le film Chocolat de Roche Dizem qui raconte le destin du clown Chocolat, premier artiste noir de la scène française, un rôle joué par Omar Sy. Et une question que nous vous poserons juste après la bande-annonce de Chocolat, le cinéma est-il vraiment en noir et blanc, et surtout en blanc? Les protestations sont considérables aux États-Unis. On voit un extrait et nous en bavardons ensuite. Voici le roi nègre Kananga. Je cherche quelqu'un comme toi, quelqu'un pour renouveler mon numéro. Tu cherches un nègre? Je cherche un clown pour m'assister. Alors vas-y, fais-moi rire. Stop, n'importe quoi. Tu crées pas de situation. Non, 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 là, tu la prennes cette baffe, là, comme ça, non. Hop là. Je suis pas convaincu. Tu nous laisses une chance. C'est la première fois qu'un blanc me fait confiance. Qu'un clown blanc te fait confiance. Unis, comme ça. Tu me lâches pas du regard. Il y a de la folie dans notre duo. Messieurs, Paris vous attend. J'espère que vous êtes au point parce qu'ici, ça passe ou ça casse, il n'y a pas de seconde chance. J'ai confiance. Et puis tu fais le joli cœur avec Camille, t'es plus dedans. Avec moi. Pourquoi tu ris jamais? Je ris dans ma tête. Mais t'aimes rien. T'aimes pas les dés. Voir ça va, mais t'aimes pas trop sortir avec les filles. C'est quoi le mystère? Ça y est, t'as fini. Je veux plus être le faire-valoir de Footit. Je veux qu'on prenne au sérieux. Avec Footit, vous avez révolutionné le monde du cirque. N'abandonne pas tout sur un coup de tête. Tu veux tout pour toi, oui. Mais t'as la mémoire courte, mon ami. Jamais un noir n'a été aussi célèbre que toi, Chocolat. Voici donc un sujet, après évidemment cette bande-annonce de Chocolat, le film de Roche Dizem. Voilà un sujet qui mérite vraiment réflexion et intensité parce que ça pose de vrais problèmes. Le cinéma, c'est la représentation du monde. Il y a les Oscars chaque année, c'est la domination du monde. Et dans cette domination du monde, bien que le monde évolue, il n'y a plus que des blancs. C'est-à-dire une cinquantaine de blancs sont en lice pour obtenir les Oscars. Et ça fait hurler dans tous les sens. Notamment Will Smith, Spike Lee, l'épouse de Will Smith qui a fortement réagi sur les réseaux sociaux. Mais de l'autre côté, vous avez Charlotte Rampling et d'autres gens qui considèrent qu'il ne faut pas faire entrer des quotas dans des compétitions, etc. etc. Oui, qui veut s'y lancer? Il faut peut-être poser. C'est un sujet fondamental. Il faut peut-être se poser les questions. Charlotte Rampling avait l'air quand même un petit peu gênée aux entournures parce qu'il ne faut peut-être pas mettre des quotas, mais c'est vrai que c'est quand même un peu curieux qu'un pays comme les États-Unis, il y a quand même de très grands acteurs et actrices nord-américaines. Les Oscars, c'est pas les États-Unis, c'est le monde entier. Hein.
Vous avez les Oscars Oui. américains, vous avez les meilleurs films. Certes, mais quand même aussi... Iñárritu, il n'est pas américain, donc... Mais le signal qui est inquiétant en discutant avec des acteurs français qui sont de couleur noire, hein, pour dire ce qu'il est, eux, ils sont hyper inquiets parce qu'ils se disent au moins les États-Unis, c'est le pays qui quand même donne des signaux. Par exemple, il y a Viola Davis qui a eu, un Emmy Award, et c'était la première actrice noire américaine qui était célébrée par la télévision. Voilà, et alors ils se disent, en France, en tout cas, ils se disent, voilà, même si aux États-Unis, on n'arrive pas à lancer des signaux comme quoi tout le monde ne peut avoir des récompenses, ils sont vraiment inquiets. Et en France, on en reparlera tout à l'heure, mais en France, c'est encore pire qu'aux États-Unis. Alors on se dit que si ça se passe comme ça aux États-Unis, comment ça se passe en France? J'espère qu'au César, il y aura quand même des acteurs comme Adam Anian, qui était très bon dans l'affaire SK1. J'ai peur que nous soyons un peu dans la discussion qui fait du commerce sur ce sujet-là. Il ne faut pas. Et Charlotte Rampling est tombée là-dedans, la pauvre, elle a réagi un peu rapidement. Pourquoi? Parce qu'on essaie de comparer deux modèles, modèle américain, modèle français. Il faut vraiment lire un livre de Papandiaï sur la condition noire, qui est formidable, qui rappelle les choses un peu comme ça. D'abord, il y a 4% de personnes d'origine qui sont noires en France, 12% aux États-Unis, donc il n'y a pas tout à fait la même proportion. Donc c'est un peu normal qu'il y ait des Pascal Légitimus, de Marcy, quelques noms comme ça, Firmin Richard en France, et beaucoup plus aux États-Unis. Alors après, le résultat des courses, en effet, des Oscars, en effet, bon, c'est surprenant, de même que surprenant que à Angoulême, vous vous souvenez de la polémique qu'il y a pu avoir, il n'y a pas eu de femmes dans la première étape des nominations pour le Grand Prix de la bande dessinée. Mais, néanmoins, inversement, les Césars, vous vous souvenez des Césars français, Alia? Ils auraient récompensé qui? Timbuktu. Voilà. Et 7 Césars. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de Césars à des acteurs noirs, un réalisateur mauritanien, malo-mauritanien, Abderrahmane Sissako, enfin, à une distribution complètement ça s'était passé aussi pour le casting d'Indigène. Voilà. Donc, je crois qu'il faut, sur ces questions-là, il faut regarder ce que ça représente en termes de population, de représentativité, si on tient à cette idée de quota, et pas surréagir. Je crois que de toute façon, il y a une sorte de vigilance qui est celle de la société civile. Les acteurs ont réagi disant c'est pas normal. Bon, ça va probablement faire évoluer un peu la prochaine sélection. Pour Angoulême, c'était le cas, puisque le patron d'Angoulême a très intelligemment réagi, a proposé un nouveau type de règlement. Il faut faire attention à ne pas s'enfermer dans ces ghettos, ce que vous dites est tout à fait juste, mais faire quoi? Et les Juifs et les Arabes. Non, alors Guillaume, c'est un problème de panel. Et le magazine Variety est sorti avec une couverture entièrement blanche disant « Honte à nous, shame on us ». Mais en réalité, le problème, ce sont les 6300 votants des Oscars qui représentent qui représentent une population qui elle-même n'est peut-être plus exactement représentative, même de sa propre profession. Et d'ailleurs, c'est là-dessus que l'Académie travaille. En fait, ils ont annoncé qu'ils feraient des changements vendredi, c'était quoi, le 22 janvier dernier? Oui, justement, ils ont été assez obligeant. rapides. Mais on a connu ça dans tous les panels en France, que ce soit aux Victoires de la musique, que ce soit au César, que ce soit au Molière, etc. C'est toute la problématique quand on se retrouve avec un système de panels de votants qui ne sont plus représentatifs parce que ce sont en fait des retraités de leur métier qui en fait ne sont plus actifs, mais à qui on a dit qu'ils avaient le vote à vie, car c'est le cas pour les votants des Oscars, et qui sont totalement déconnectés de la réalité quotidienne du cinéma américain. Mais si vous faites voter le grand public, vous arrivez à reproduire totalement le classement du show business. Mais justement, là, ce sont des académies, précisément pour éviter l'écueil de ne refaire, en fait, parce que ça n'a aucun intérêt de faire des académies et des cérémonies de ce type si c'est simplement pour vous refaire le box-office. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire voter le public. Sinon, on connaît déjà l'opinion du public, c'est le box-office. Il faut quand même rappeler qu'aux États-Unis, enfin dans le cinéma américain, de Sidney Poitier à Forest Whitaker, en parlant de Morgan Freeman, il y a quand même de très très grands acteurs qui jusqu'à présent ont concouru dans toutes les compétitions. Donc est-ce que c'est une injustice profonde, Michel, ou est-ce que c'est une sorte de, de circonstance de ces 2 dernières années? Je vais devoir faire attention à comment je dis les choses parce que je risque d'être politiquement incorrect. Mais je suis d'accord avec ce que tu disais, Olivier. C'est-à-dire qu'il faut faire attention à ne pas surréagir. J'ai l'impression aujourd'hui qu'on est dans un politiquement correct qui fait que dès qu'on fait un pas de côté, tout le monde s'en offusque et tout le monde crie. Je parle des États-Unis, Estelle. Je ne parle pas follement de la France. On va parler des États-Unis pour l'instant. Puis peut-être la France aussi, parce qu'on avait une discussion l'année passée là autour. On pourra en revenir. On pourra y revenir. Donc je disais,
Je crois qu'il ne faut pas des quotas. On est en train de parler d'art, on n'est pas en train de parler de représentation de box-office, on n'est pas en train de parler de représentation de la population. Moi, je me sens mal à l'aise parce que je ne peux pas dire si c'est juste ou si c'est faux cette année, dans la mesure où je n'ai pas vu tous les films en compétition, je n'ai pas vu tous les films qui sont sortis, je ne suis pas qualifié pour savoir s'ils ont raison ou s'ils ont tort. Donc je ne sais pas. Mais on va dire que dans l'histoire, l'injustice faite aux Africains ou aux Afro-Américains, elle est avérée, hein, de toute façon. Donc on a on va dire une hypothèse de départ qui est qu'ils sont lésés systématiquement. Donc leur surréaction, en tous les cas la leur, elle est totalement légitime et justifiée. Et moi, je voudrais juste donner... n'a rien dit. Hein. Oui, mais juste, je voudrais donner un exemple. Le témoignage d'Édouard Montout, qui quand même est assez incroyable. Alors là, il parle de la série télé. Lui, il explique que une directrice de casting répond à son agent. Il postule. Hein. Il est là pour incarner un avocat. Et là, la directrice de casting lui répond « Ah non, on a déjà un handicapé dans le jury, donc on ne peut pas avoir un avocat noir. » Et ça, moi, pour discuter avec des comédiens qui sont noirs, qui sont français et noirs, et ben ça, on leur répond assez souvent. Alors après, vous allez me dire que non, c'est pas vrai, on surréagit et tout ça, mais moi, je sens qu'il y a quand même une colère par rapport à ça, mais en plus, on ne peut pas le dire, parce que si on se met en colère, alors ça va dire non, mais en fait, c'est parce que vous savez pas bien jouer, donc voilà, ils osent pas trop en parler, et moi, je trouve ça pas mal que effectivement cette polémique aux Oscars permette de dire oui, enfin, il faut quand même faire attention, il faut aussi avoir une bonne représentation, et c'est compliqué pour les acteurs. Permettez-moi, parce que là, il faut qu'on a... Méfiez-vous, parce qu'on va avoir un tweet d'un téléspectateur qui dit que nous ne sommes pas très représentatifs dans ce cas-là. Ça, c'est sûr qu'on ne l'est pas. C'est Mathieu. Et on terminera par vous. Moi, je vais être très marxiste. Et personne ne vous coupera la parole. Je veille. Surtout pas vous. Je vous remercie. En fait, je vais être très marxiste en disant que j'ai vu des regards. J'ai réveillé des gens. Vas-y, Mathieu. En disant que quand on devient propriétaire de ses moyens de production, en général, le reste suit. Et ce qu'on voit arriver, par exemple, avec les jeunes qui de plus en plus maîtrisent YouTube, maîtrisent les caméras, les moyens de production qui sont de plus en plus faciles d'accès, peut-être qu'on ne verra pas une association qui va prendre... parce qu'on s'entend, là, Hollywood, c'est vieux, c'est conservateur, c'est blanc, c'est tout ce que vous pensez en pire. Et donc, on a à côté donc, de cette grande industrie-là des gens qui commencent à faire du cinéma en marge, quand on va voir, par exemple, ce qui se fait à Sundance, quand on va voir ce qui se fait à Tribeca. Le nouveau cinéma, là, les Oscars de demain, ils sont en train de se faire là. Ça ne va pas prendre 1 an, ça ne va pas prendre 2 ans, ça va peut-être prendre 10 ans, mais on voit, par exemple, des films comme Tangerine, un film qui a été tourné avec un iPhone 5. Il faut quand même le faire. J'ai vu ce film-là, c'est absolument magnifique. Et ça s'adresse, c'est l'imaginaire donc des prostituées transgenres. En fait, ça se déroule dans le monde des prostituées transgenres de Los Angeles. C'est un chef-d'œuvre. Et ces acteurs-là, on va les voir de plus en plus à l'écran. Et c'est sûr que ça va prendre du temps. Les quotas, peut-être que ça en prend. Vous savez, nous, la chanson québécoise, il n'y aurait peut-être pas de chanson québécoise. Il y a 2 % de francophones en Amérique du Nord. On est collé sur les États-Unis. On est à 8 heures de route de New York. Sans une certaine barrière, sans qu'il y ait des incitations à consommer la culture différemment de ce que le marché voudrait bien que ça soit a priori, il n'y aurait pas de culture québécoise. Il n'y aurait probablement pas de culture francophone au Canada non plus. Donc, peut-être que ça prend ça également. Mais il faut regarder aussi, par exemple, dans le cinéma québécois, on en voit de plus en plus. Et ça prend des réalisateurs aussi qui croient à leurs acteurs. Un des beaux exemples ces dernières années, c'est Kim Nguyen qui a fait le film Rebelle, qui s'est rendu quand même aux Oscars. Nomination meilleur film en langue étrangère, c'est Amour de Michael Haneke qui avait gagné cette année-là. Mais ça prend des réalisateurs qui croient à leurs acteurs. Et lui, il croyait dans Rachel Mwanza. Et Rachel Mwanza, ben, elle est venue au monde parce qu'un réalisateur croyait en elle. Et c'est aussi une responsabilité des réalisateurs de croire qu'un comédien de couleur peut faire un grand travail. Vous êtes notre conclusion, Mathieu Dugal. Voici l'interactivité. Tadadadang. Et puisque nous avons parlé de chocolat, donc le film de Roche Dizem, voici un tweet qui évoque une plaque inaugurée en janvier en l'honneur du clown chocolat, Olivier Dujaumet. Partage sur son compte Twitter des photos de l'inauguration. Vous pouvez nous suivre sur le compte Twitter de l'émission, 300 millions de critiques, et retrouver aussi des infos sur le site internet aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Nous arrivons au moment des coups de cœur. Je vais commencer, pardonnez-moi, c'est pas par égoïsme, mais comme ça je vais aller très très vite. Dans Beaux-Arts Magazine, vous avez un grand dossier pour ceux qui s'intéressent à la peinture contemporaine, les très jeunes artistes, et figurez-vous qu'ils font de plus en plus. Ils reviennent à des choses qu'on peut qualifier, disons, de figuratives ou de néo
surréalistes. Je vous en donne 2 exemples, je ne donne pas les noms, vous découvrez ça dans Beaux-Arts Magazine. Peinture contemporaine, le grand retour de la figuration, et ce, dans le monde entier. C'est à vous. Mon coup de cœur est belge, elle s'appelle Élodie Antoine, c'est une plasticienne, elle vit à Bruxelles, je l'ai découverte dans une galerie parisienne et elle détourne avec beaucoup d'humour tous les stéréotypes féminins, donc elle s'amuse à transformer, enfin ces princesses ont des chevelures étonnantes, des perruques qui font armure ou alors des rouges à lèvres moulés en forme de mèche à béton. C'est, voilà, moi je vous recommande, il y a son site, donc Élodie Antoine, donc voilà, une belge étonnante. Mathieu. Je vous parlais de Marie-Claire Blais tout à l'heure. Moi, j'ai redécouvert manuscrit de Pauline Archange. Je vous lis un extrait où elle parle des religieuses qu'elle a très bien connues dans son enfance. On dit qu'elles ne vivent que de salade et de prières, qu'elles ne dorment ni ne se lavent. Et l'évidence est là qui souffle par les barreaux avec une brave odeur de choux, de pauvreté et d'avarice. Leur extase pétrifiée longtemps vous poursuit dans les corridors, sur les voûtes grises et même dehors sous le vent et la neige serrée qui frappent brusquement les temples, semble déchirer les épaules sur le dos d'un vaste courant froid ininterrompu. Ils se mettent tous à faire des lectures maintenant, c'est impressionnant. Blanc de paume et noir de cœur. On n'a pas parlé dans cette émission, je crois, de ce qui s'est passé au Burkina Faso, qui est un pays ami où il y a plein d'artistes. Donc mon coup de cœur, c'est juste les artistes burkinabés. Ces formidables danseurs, écrivains, ces cinéastes du FESPACO à qui nous pensons beaucoup, je crois, ici à TV5 et dans cette émission. Et parce qu'ils ont été frappés dans leur cœur à Ouagadougou, comme nous l'avons été à Paris. Ils ont été solidaires, nous sommes solidaires, évidemment. Yves. Alors, un roman, là aussi d'un rock critique devenu romancier, Mishka Assayas, qui était le maître d'œuvre du dictionnaire du rock. Donc, un roman sur les difficiles relations entre un père et son fils. Sujet que nous connaissons tous bien, et qui, là, mais c'est de la fiction, se réconcilient en jouant de la musique ensemble. Et ils font un groupe, donc je crois que le fils est batteur, c'est ça? C'est ça, et Mishka joue du ukulélé. Du ukulélé? Oui, comme George Harrison. Michel. Lisez de la poésie. Cette génération qui est habituée aux SMS, au Twitter, finalement, c'est très bien, c'est la même chose en beaucoup mieux. Poids des pierres, des pensées, songes et montagnes n'ont pas même balance. Nous habitons encore un autre monde, peut-être l'intervalle. Donc Philippe Jacotet, dont je vous parlais, lisez du Philippe Jacotet, lisez de la poésie. Et puis, si vous souhaitez lire de la BD, je vous recommande Pilule bleue, c'est Frédéric Peters, c'est très très bien. Ça raconte le quotidien de ce BDiste qui a pour compagne une femme atteinte du sida. Et eh bien, elle raconte ça avec beaucoup de... Comment il faut dire ça? Il faut le dire. De justesse, de sensibilité. C'est un véritable voyage que je vous recommande de faire en compagnie de Frédéric Peters, Pilule bleue. Merci beaucoup. C'est la meilleure équipe du monde. C'est celle de 300 millions de critiques. Évidemment, au début, j'ironisais pour que vous nous rejoigniez toutes les semaines. Et nous sommes ravis d'être là toutes les semaines, donc sur TV5 Monde. Ciao, à la semaine prochaine. J'ai fui les sonneries, les bruits de chaises, moi chercher d'autres styles de richesse du journal d'Anne Frank à celui de Bridget. J'ai jamais kiffé lire depuis que j'ai...